À la fête de Noël, mes parents ont dit, le meilleur cadeau serait le jour où tu seras parti. Alors, j'ai fait exactement ça. J'ai remboursé leur prêt immobilier et ensuite, j'ai pris l'avion pour Paris. 2 jours plus tard, ils ont appelé, mais le meilleur cadeau avait déjà été envoyé. Je suis Béatrice Fournier, une comptable de 40 ans vivant à Clermont-Ferrand, Auvergne. Je pensais que Noël était un moment où la famille se réunissait. Mais l'année dernière, tout a changé pour toujours. Imaginez la scène. La table de la salle à manger brillait sous les lumières scintillantes, une musique douce jouait, et le cadeau que j'avais préparé pour mes parents, un chèque de 5 000 € pour les aider à alléger leurs dettes, reposait entre leurs mains. J'ai souri, croyant qu'ils verraient enfin mes sacrifices. Mais alors, mon père, Gérard, s'est penché, sa voix aussi tranchante qu'un couteau. Tu sais, Béatrice, le meilleur cadeau serait le jour où tu seras partie. Ma mère, Monique, a hoché la tête, ses yeux froids, étant d'accord pour dire que je n'étais rien comparé à mon frère, Grégoire. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, plus profondément que n'importe quelle blessure. Pendant 10 ans, j'avais payé leur prêt immobilier. Leurs factures, j'avais pratiquement pris en charge leur vie. Pourtant, j'étais un fardeau. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a changé ma vie. J'ai remboursé leur prêt immobilier de 50 000 €, leur ai remis un avis de quitter la maison que je possédais, et j'ai réservé un vol pour Paris. Je ne fuyais pas. Je reprenais ma vie. 2 jours plus tard, mon téléphone s'est rempli d'appels me suppliant de revenir. Mais le meilleur cadeau qu'ils désiraient, je l'avais déjà offert, et il n'y avait pas de retour en arrière. J'avais passé toute la journée à préparer la fête de Noël de notre famille à Clermont-Ferrand, Auvergne, d'âge moyen et usé par des années à porter les fardeaux de mes parents. Mon père, Gérard, vieux et voûté, était assis en face de moi avec ma mère, Monique, à ses côtés. Mon frère, Grégoire, était là aussi, silencieux comme toujours. J'ai glissé une enveloppe vers mes parents, mes mains fermes. « C'est pour vous », ai-je dit, d'une voix égale. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 000 €, assez pour rembourser leur prêt automobile et quelques factures. Pendant 10 ans, j'avais payé leur prêt immobilier, leurs charges, leurs courses, chaque centime de sacrifice pour les maintenir à flot. J'attendais un merci, un regard de gratitude. Au lieu de cela, mon père, Gérard, a repoussé l'enveloppe. « Tu penses que ça arrange tout, Béatrice ?» Ces mots ont coupé comme une lame. « Tu n'as jamais été à la hauteur de ton frère. » Ma mère, Monique, a hoché la tête, ses yeux durs. « Grégoire nous a rendus fiers avec son entreprise, a-t-elle dit. Tu n'es qu'un poids que nous portons. » Mon frère, Grégoire, n'a pas levé les yeux, ne m'a pas défendu. Leurs mots ont atterri comme un coup de poing, me coupant le souffle. Un poids, moi. Celle qui avait tout donné. Mon visage brûlait, mais j'ai gardé mon calme, le bavardage des invités masquant mon choc. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol, et j'ai marmonné, j'ai besoin d'une minute. Je suis sorti sur le porche, la nuit auvergnate mordant ma peau. J'ai regardé la faible lueur des lumières de Noël dans la rue, mon esprit en pleine course. 10 ans de nuit tardive à jongler avec mon salaire pour couvrir leurs prêts immobiliers, leurs dettes, leur vie. J'avais renoncé à mes propres rêves, voyages, économie, à ma propre vie pour les garder en sécurité. Pourtant, ils louaient mon frère, qui n'avait jamais offert un sou, jamais levé le petit doigt. Il m'appelait le fardeau. La voix de mon père résonnait dans ma tête, tu n'as jamais été à la hauteur. L'accord de ma mère piquait plus profondément, ces mots. Une trahison de chaque sacrifice. J'ai pensé aux innombrables fois où je les avais tirés d'affaire. Réparation d'urgence, facture médicale, courses. Ils avaient tout pris, sans jamais dire merci. Mon frère, pendant ce temps, était leur fierté, leur étoile brillante, tandis que j'étais invisible. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une fureur que je ne savais pas pouvoir ressentir. J'avais donné ma vie pour eux et ils me l'avaient jetée au visage. Une voix d'invité m'a appelé de l'intérieur, demandant si j'allais bien. J'ai hoché la tête, forçant un sourire contraint, mais mon cœur battait la chamade. Je n'étais pas seulement blessé. J'en avais assez. Leurs mots n'étaient pas une erreur. C'était une vérité qu'ils avaient gardée pendant des années. Debout sur ce porche, j'ai senti quelque chose se briser. J'avais été leur banque, leur filet de sécurité,
mais plus maintenant. Ils voulaient que je parte, et je leur donnerais exactement ce qu'ils demandaient, mais à mes conditions. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un feu dans la poitrine. Les mots de mes parents me qualifiant de fardeau, louant Grégoire, tout en rejetant ma décennie de sacrifices, brûlaient comme une plaie fraîche. Je ne pouvais pas me débarrasser de la piqûre de leur trahison. Assise à ma table de cuisine à Clermont-Ferrand, Auvergne, j'ai composé le numéro de Pascal Duval, ma meilleure amie. Sa voix était calme et chaleureuse. « Ils ont dit quoi ?» s'est-elle exclamée lorsque je lui ai raconté la fête de Noël, le rejet froid de mon père et l'accord de ma mère selon lequel Grégoire était leur fierté. J'ai déversé ma douleur, les années à payer leurs prêts immobiliers, leurs factures, tout, pendant qu'ils élevaient mon frère comme un saint. « Tu leur as tout donné », a dit Pascal. « Il est temps de reprendre ta vie. » Ces mots ont allumé un feu en moi, une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'étais pas seulement en colère, j'étais prête à agir. J'ai raccroché et j'ai appelé Vincent Leroy, mon avocat. « Vincent, j'ai besoin de savoir pour la maison », ai-je dit, ma voix ferme. Il a confirmé ce que j'espérais, la maison était à mon nom, Béatrice Fournier, parce que j'avais payé le prêt immobilier pendant 10 ans. « Vous avez un contrôle total », a-t-il dit. Ils n'ont aucune revendication légale. Ces mots étaient une bouée de sauvetage. Je pouvais le faire, récupérer ce qui était à moi. Vincent a promis de rédiger un avis pour que mes parents quittent les lieux, sans poser de questions. Je les remerciais, ma détermination s'endurcissant. Leur trahison n'était pas seulement des mots. C'était une vérité selon laquelle ils avaient vécu, et j'en avais assez d'être leur paillasson. Ensuite, j'ai appelé la banque et j'ai eu Isabelle Mercier, mon contact là-bas. « Isabelle, je veux rembourser le prêt immobilier », lui ai-je dit. La totalité du solde, aujourd'hui. Elle a consulté le compte, 50 000 €, la dernière dette de mes parents que j'avais remboursée au fil des ans. J'ai confirmé le virement depuis mon compte épargne. Chaque chiffre était un pas vers la liberté. Ce sera traité d'ici midi, a dit Isabelle, son ton professionnel mais aimable. J'ai raccroché, mon cœur battant la chamade non pas de peur, mais de détermination. Rembourser leurs dettes n'était pas pour eux. C'était pour moi, pour couper les chaînes qui me liaient à leur ingratitude. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des vols pour Paris. L'idée avait jailli la nuit précédente, une pensée fugace qui ressemblait maintenant à une destinée. Paris, loin de Clermont-Ferrand, loin du mépris de mes parents, loin de l'ombre de Grégoire. J'ai trouvé un vol partant dans 3 jours, un aller simple, suffisamment abordable avec ce qu'il me restait sur mon compte. J'ai réservé, mes doigts fermes sur les touches. Ce n'était pas fuir. C'était me choisir. Pendant 10 ans, j'avais consacré ma vie à leurs besoins, paiement du prêt immobilier, facture d'eau et d'électricité, fonds d'urgence, tandis qu'ils m'appelaient un poids. Plus jamais. J'ai pensé à ma sœur Hélène, disparue il y a 10 ans, qui m'avait dit un jour de vivre pour moi-même. Sa voix résonnait dans mon esprit, me poussant à avancer. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le poids de ma décision s'installant. Mes parents voulaient que je parte. Très bien, je leur donnerais ça, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Je rembourserais leurs dettes, reprendrais ma maison et recommencerais là où leurs mots ne pourraient pas m'atteindre. Le téléphone est resté silencieux. Aucun appel de mon père ou de ma mère. Aucune excuse de Grégoire. Leur silence ne faisait que me renforcer. Je n'étais plus leur banque. Je n'étais plus leur recours. J'en avais assez de porter leur vie pendant qu'ils élevaient mon frère au-dessus de moi. Paris n'était pas seulement une destination. C'était une promesse que je me faisais. Une vie que j'avais refusée trop longtemps. 3 jours plus tard, j'étais assise à mon bureau, une feuille de papier vierge devant moi. Ma décision était prise, rembourser le prêt immobilier de mes parents, réserver un vol pour Paris, reprendre ma vie. Mais une tâche restait. Je devais dire à Gérard et Monique de partir. Mon stylo tremblait, mais ma détermination ne fléchissait pas. J'ai écrit une lettre, directe et inflexible. Ils avaient 14 jours pour quitter ma maison, celle que j'avais payée pendant plus d'une décennie. Chaque mot était comme la récupération d'une partie de moi-même. J'ai plié la lettre, suis allé au salon et l'ai placée sous le sapin de Noël, à côté d'un vieux cadeau d'Hélène. Une petite boîte en bois sculptée qu'elle m'avait offerte il y a des années. C'était le dernier endroit où ils chercheraient,
mais il la trouverait. J'ai pris la boîte, son poids familier, et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait le journal d'Hélène, son écriture effacée, mais claire. Ma sœur, disparue il y a 10 ans, avait toujours été mon encre. J'ai tourné à une page que j'avais lue 100 fois, « Vis pour toi, Béatrice, pas pour eux ». Ces mots m'ont frappé durement, un rappel de la vie que j'avais mise en suspens. Pendant des années, j'avais versé mes économies dans les dettes de Gérard et Monique, le prêt immobilier, les factures, les réparations de voitures, pendant qu'ils louaient Grégoire, qui ne donnait rien. Hélène l'avait vu, m'avait averti de me libérer. J'ai refermé le journal, sa voix me stabilisant. Ce n'était pas seulement partir, c'était l'honorer. J'ai allumé mon ordinateur portable et j'ai finalisé le vol pour Paris. Le billet aller simple était pour cet après-midi. J'avais choisi Paris parce que cela me semblait assez loin pour échapper à leur emprise, un endroit qu'Hélène avait rêvé de visiter. Le coup ne m'effrayait pas. Il me restait juste assez après avoir remboursé leur prêt immobilier. J'ai commencé à faire ma valise, pliant des vêtements dans une seule valise. Pas d'extra, pas de regret. J'ai fait simple, jean, pull, un carnet pour écrire mes pensées. Chaque article était comme un pas vers un nouveau départ, une vie où je n'étais pas défini par leurs besoins. J'ai appelé Vincent, mon avocat, pour lui confier la maison. « Vincent, je pars aujourd'hui », ai-je dit, ma voix calme. « Assurez-vous qu'il soit parti dans 14 jours. » Il a confirmé que l'avis était prêt, légal et contraignant. « Je m'occuperai de tout », m'a-t-il assuré. « La maison est à vous, et ils n'ont aucune revendication. » Je l'ai remercié, sentant un poids se lever. La maison, ma prison pendant une décennie, ne me lierait plus à leurs exigences. J'ai jeté un coup d'œil autour du salon, à l'arbre, au cadeau, à la lettre. Gérard et Monique n'avaient pas appelé, ne s'étaient pas excusés. Leur silence était plus fort que leurs mots à la fête. J'ai réservé une voiture pour l'aéroport de Clermont-Ferrand-Auvergne. Jean-Luc Caron, le chauffeur, est arrivé à l'heure. Je me suis glissé sur le siège arrière, ma valise à côté de moi, et lui ai donné l'adresse. L'aéroport, s'il vous plaît, ai-je dit. Jean-Luc a hoché la tête, sa voix amicale. Grand voyage, a-t-il demandé. J'ai souri, pas prête à partager. Quelque chose comme ça. Le trajet a été silencieux, mon esprit en pleine course avec ce que je laissais derrière moi. Le rejet de Gérard, l'accord de Monique, le silence de Grégoire. Ils avaient tous choisi leur camp. J'avais passé 10 ans à les maintenir à flot, sacrifiant mes propres rêves seulement pour être traité de fardeau. Plus jamais. Alors que nous approchions de l'aéroport, j'ai regardé ma maison une dernière fois. Elle était là, inchangée, mais ce n'était plus ma maison. C'était la leur, un endroit que j'avais payé, un endroit qu'ils avaient tenu pour acquis. J'ai repensé à Hélène, son journal dans mon sac, ses mots comme un guide. « Vis pour toi », avait-elle écrit. Je faisais exactement ça. Jean-Luc s'est arrêté au terminal et je suis sorti, ma valise à la main. « Bon voyage », a-t-il dit. J'ai hoché la tête, mon cœur stable. Je ne fuyais pas. Je choisissais la liberté, une vie où leur voix ne pouvait pas m'atteindre. Paris scintillait à travers le hublot de l'avion lorsque j'ai atterri, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois, j'étais quelque part où ils ne pouvaient pas m'atteindre, quelque part où je pouvais respirer. Je suis descendu de l'avion, ma valise à la main, et j'ai ressenti une étincelle de nouveauté. Ce n'était pas seulement un voyage. C'était ma chance de vivre pour moi-même, pas pour leurs exigences infinies. Ma première étape fut le musée d'Orsay. J'ai erré dans ces salles, fixant des tableaux qui semblaient vivants de couleurs et d'émotions. Je ne me suis pas attardé sur les détails, je me suis juste laissé imprégner du poids de l'art qui avait survécu à la douleur, tout comme j'espérais le faire. Ensuite, j'ai trouvé un petit café à proximité. J'ai commandé une baguette, sa croûte croustillante, et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Il ne s'agissait pas de la nourriture. Il s'agissait d'être ici à Paris, de choisir ce que je voulais, pas ce dont ils avaient besoin. Pendant 10 ans, j'avais reversé mes salaires dans leurs prêts immobiliers, leurs factures, leur vie, pendant qu'ils louaient les réalisations creuses de Grégoire. Cette vie me semblait lointaine maintenant, comme une ombre dont j'étais sorti. Le lendemain, je me suis inscrite à un cours de peinture dans un petit atelier. Pierre Dubois, le professeur d'art,
m'a accueilli avec un sourire chaleureux. « Vous êtes nouvelle à Paris ?» a-t-il demandé, son accent doux. J'ai hoché la tête, pas prête à raconter mon histoire. Pierre a parlé de la culture française, des cafés qui bourdonnaient d'idées, des artistes qui peignaient leur vérité. « L'art, c'est la liberté », a-t-il dit, guidant mon pinceau sur la toile. J'ai peint des coups audacieux, chacun étant une libération des années que j'avais passées attachées aux besoins de mes parents. Les mots de Pierre m'ont marqué, un rappel que je pouvais créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. Plus tard, je me suis promené le long de la Seine, mon carnet à la main. Je me suis assise sur un banc, les ouvert et j'ai écrit sur la liberté que je ressentais. Pour la première fois, je n'organisais pas ma vie autour de leurs dettes ou de leurs attentes. J'ai écrit sur la joie tranquille de me promener dans les rues de Paris, de choisir mon propre chemin. La rivière coulait régulièrement, et je me sentais stable aussi. Pas la stabilité de l'obligation, mais celle de la possibilité. J'ai pensé à Hélène, ma sœur, qui m'avait exhorté à vivre pour moi-même. Son journal, niché dans mon sac, était un rappel constant. Elle aurait adoré cette ville, sa vie, son article. J'étais ici pour nous deux. Maintenant, alors que j'écrivais, je réfléchissais à la décennie que j'avais donnée à Gérard et Monique. Chaque chèque de paie est tiré au maximum, chaque sacrifice fait pour garder leur maison, leur voiture, leur confort. Ils avaient tout pris, m'avaient traité de poids tout en élevant Grégoire comme leur fierté. Mais ici, à Paris, je le voyais clairement. Je n'étais pas leur fardeau. J'étais suffisante. Je méritais cela. Méritais de marcher dans une ville qui ne connaissait pas leur voix, de peindre, d'écrire, de vivre. Chaque pas le long de la Seine, chaque mot dans mon carnet était une déclaration. Je ne fuyais pas d'eux. Je me revendiquais moi-même. Les jours se sont fondus en moments de découverte. J'ai visité d'autres galeries, mangé dans des cafés tranquilles, écouté des musiciens de rue. Le cours de Pierre est devenu une routine, ses leçons sur l'art et la vie s'ancrant en moi. Vous peignez avec le cœur, m'a-t-il dit un jour, en hochant la tête vers ma toile. J'ai souri, ressentant une fierté que je n'avais pas connue depuis des années. À Clermont-Ferrand, ma valeur était mesurée par ce que je leur donnais. Ici, elle était mesurée par ce que je créais, ce que je choisissais. J'ai écrit davantage dans mon carnet sur Paris, sur la liberté, sur la femme que je devenais. Le poids de leurs mots, leur trahison s'estompait, remplacé par la certitude que j'étais exactement là où je devais être. Une semaine après mon arrivée à Paris, mon téléphone a vibré alors que j'étais assise dans un petit café. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Papa. Mon cœur a fait un bond, non pas de peur, mais d'une étincelle de curiosité. J'ai répondu, et la voix de Gérard est parvenue, tremblante et urgente. « Béatrice, tu dois revenir », a-t-il dit. « Nous restons chez Grégoire, mais il ne peut pas nous soutenir. Son entreprise est en faillite. » La voix de Monique a retenti, suppliante. « Nous avons besoin de toi, Béatrice. Nous sommes désolés. » Je me suis penché en arrière, le brouhaha du café s'estompant. Ils avaient trouvé la lettre sous le sapin de Noël, avaient quitté ma maison, et s'étaient tournés vers Grégoire, leur fierté, pour être rejetés. Son succès, celui dont il se vantait, était un mirage. J'ai imaginé Gérard et Monique humiliés, s'attendant à ce que je les sauve encore une fois. Non, ai-je dit, ma voix stable. J'ai assez donné. Gérard a bégayé. Mais nous sommes tes parents, a ajouté Monique. Tu ne peux pas simplement nous abandonner. Leurs supplications ne m'ont pas ému. Pendant 10 ans, j'avais payé leurs prêts immobiliers, leurs factures, tout, pendant qu'ils me traitaient de fardeau et louaient Grégoire. Maintenant, ils voulaient mon aide parce que leur fils en or ne pouvait pas tenir ses promesses. J'ai mis fin à l'appel, mes mains calmes. Pour la première fois, leurs voix ne m'ont pas pesé. Je me sentais légère, déchargée, comme si Paris elle-même m'avait soulevé. J'ai quitté le café et me suis dirigé vers la tour Eiffel. Je l'avais vue en photo, mais en me tenant en dessous, j'ai ressenti un émerveillement silencieux. Il ne s'agissait pas de la vue. Il s'agissait d'être ici, de choisir mon propre chemin. J'ai flâné dans les rues voisines, laissant l'énergie de la ville m'emplir. Paris n'était pas seulement un lieu. C'était la preuve que je pouvais vivre sans leurs exigences. J'ai pensé à Hélène, ma sœur, qui m'avait exhorté à me libérer.
Ces mots résonnaient alors que je marchais, chaque pas, un rappel de la vie que je construisais. Plus tard, mon téléphone a émis un son, un message de Pascal. « Comment Paris te traite ?» a-t-elle écrit, son ton désinvolte. J'ai souri, tapant en retour sur les cafés, l'art, la liberté. C'est tout ce dont j'avais besoin, ai-je répondu. Pascal n'a pas cherché à en savoir plus ni à offrir de conseils, elle a juste partagé une petite blague sur le pain français. C'était une conversation normale, le genre que je n'avais pas eu depuis des années, libre du poids de l'obligation. J'ai rangé mon téléphone, reconnaissante de son message, et j'ai continué à marcher. Cet après-midi-là, j'ai trouvé un autre café dans une rue tranquille. J'ai commandé un café, me suis assise dehors et j'ai regardé le monde passer. La boisson était forte, sa chaleur me réconfortait. J'ai sorti mon carnet, celui dans lequel j'avais écrit près de la Seine, et j'ai noté mes pensées. Je n'étais plus la fille qui résolvait leurs problèmes. J'étais une femme qui se créait son propre espace à des milliers de kilomètres de leurs attentes. L'appel de Gérard et Monique avait remué quelque chose, mais pas la culpabilité, la clarté. Ils s'étaient appuyés sur moi pendant une décennie, avaient pris chaque euro, chaque sacrifice, et m'avaient toujours appelé un poids. L'échec de Grégoire prouvait seulement ce que je savais, leur éloge pour lui était creux. Leur amour, conditionnel. Alors que je sirotais mon café, je sentais l'indépendance s'installer plus profondément. Paris n'était pas seulement une évasion. C'était l'endroit où je devenais moi-même. J'ai pensé à la maison à Clermont-Ferrand. Maintenant vide, le prêt immobilier remboursé de ma main. Je leur avais tout donné et ils me l'avaient jeté au visage. Maintenant, ils étaient le problème de Grégoire, pas le mien. J'ai écrit dans mon carnet, je ne suis pas leur fardeau. Je suis ma propre force. Les mots sonnaient vrais, définitifs. J'ai fermé le livre, payé mon café et suis retourné dans la ville, mais pas plus léger que jamais. Le vol de retour a atterri au crépuscule, et je suis revenu à Clermont-Ferrand, Auvergne, après des mois à Paris. L'air me semblait familier, mais je n'étais pas la même. J'avais laissé derrière moi les exigences de Gérard et Monique, leurs accusations, leurs préférences pour Grégoire. Ma maison, celle que j'avais payée pendant plus d'une décennie, m'attendait. J'ai déverrouillé la porte et suis entré. L'endroit était vide, dépouillé de leur présent. Seules mes affaires restaient, mes livres, mes vêtements, quelques photos. Le silence était frappant, mais il ne me semblait pas pesant. Il me semblait mien. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une lettre, l'écriture de Gérard tracée sur l'enveloppe. Je l'ai ouverte, me préparant. « Tu es égoïste, Béatrice, disait-elle. Tu as abandonné ta famille, nous as laissés sans rien. » La signature de Monique suivait, ces mots tranchants, m'accusant de les avoir trahis. Ils écrivaient sur leurs difficultés, sur la façon dont ils s'attendaient à ce que je reste, à ce que je continue de les tirer d'affaire. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai déchiré en morceaux. Leurs mots ne me piquaient plus. Je leur avais donné 10 ans, mes économies, mon temps, mes rêves, pendant qu'ils m'appelaient un fardeau et élevaient Grégoire au-dessus de moi. Leur blâme était le leur, pas le mien. J'ai appelé Vincent et l'ai rencontré à son bureau le lendemain. Ils sont partis, a-t-il dit, sa voix stable. Gérard et Monique avaient loué un petit appartement de l'autre côté de la ville. Ils ont des difficultés avec les factures, mais c'est leur choix maintenant. J'ai hoché la tête, sans surprise. Ils s'étaient appuyés sur moi pour tout, prêt immobilier, charges, paiement de voiture, tout en louant le succès creux de Grégoire. Maintenant, sans mon soutien, ils faisaient face à la réalité de leurs décisions. Vincent m'a remis un dossier confirmant que la maison était à moi, libre de leurs revendications. « Vous avez fait ce qu'il fallait » a-t-il dit. Je l'ai remercié, ressentant une certitude tranquille. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était une clôture. De retour à la maison, je me suis tenu dans le salon, l'espace entièrement le mien. J'ai pensé à Hélène, ma sœur, dont les mots m'avaient guidé à Paris. « Vis pour toi » avait-elle dit. Je l'avais fait, et cela m'avait changé. La lettre de Gérard et Monique a essayé de me ramener, de me rendre à nouveau leur béquille, mais je n'étais plus cette femme. Je me suis souvenu de leur fête de Noël, de leurs mots cruels, de leur dévotion aveugle à Grégoire. Pendant des années, j'avais porté leur poids, payé leurs dettes pendant qu'ils me rejetaient. Grégoire, leur fierté, les avait déçus,
Tout comme je savais qu'il le ferait. Pourtant, il me blâmait toujours, pas lui. Je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant la rue que j'avais connue toute ma vie. Paris m'avait montré ce qu'était la liberté. Peindre, marcher le long de la Seine, me choisir. Clermont-Ferrand était ma maison, mais pas la leur. J'avais repris cette maison, ma vie, ma valeur. Leurs lettres, leurs accusations étaient la preuve de leur refus de me voir. Je ne leur devais rien. Ni mon argent, ni ma culpabilité. J'ai pensé aux années que j'avais sacrifiées, aux rêves que j'avais enterrés pour les maintenir à flot. Plus jamais. J'en avais assez d'être leur ombre, assez de vivre pour leur approbation. Debout là, je savais que j'avais fait le bon choix. Partir pour Paris, briser leur emprise, récupérer ma maison. Tout était pour moi. Les difficultés de Gérard et Monique étaient les leurs, pas les miennes. L'échec de Grégoire ne faisait qu'aiguiser la vérité. Leur amour était conditionnel, leur loyauté mal placée. Je ne ressentais aucune colère, seulement de la détermination. Cette maison, cette vie était à moi de la façonner maintenant, libre de leurs attentes. J'étais revenue plus forte, prête à construire quelque chose de nouveau. Debout dans ma maison vide, je me sentais libre, plus lié aux attentes de Gérard et Monique. Leurs mots à la fête de Noël, me traitant de fardeau, m'avaient poussé à reprendre ma vie. J'avais appris une dure vérité. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. Pendant 10 ans, j'avais versé mes économies dans leurs dettes seulement pour être rejeté pendant qu'ils louaient Grégoire. Paris m'a appris ma valeur, et mon retour à Clermont-Ferrand l'a confirmé. Je n'étais pas leur béquille. J'étais suffisante. J'ai décidé de vendre la maison. Elle contenait trop de souvenirs de leur ingratitude, de mes sacrifices. J'ai contacté un agent immobilier pour la mettre en vente, prévoyant de déménager dans un appartement plus petit à Clermont-Ferrand, ou peut-être de retourner à Paris, où j'avais goûté à la vraie liberté. Le choix était le mien, pas le leur. J'ai imaginé un nouvel espace, que je remplacerais de mes propres rêves. Peut-être une toile pour peindre inspirée par l'art que j'ai découvert à l'étranger. La maison, autrefois une chaîne, financerait ma prochaine étape, quelle que soit ma décision. Gérard et Monique ont fait face à leurs conséquences. Ils ont loué un petit appartement, luttant avec des factures qu'ils n'avaient jamais gérées seuls. Sans mon soutien, leur dépendance à Grégoire s'est effondrée. Son entreprise, leur fierté, ne pouvaient pas les soutenir. Leur favoritisme, leur refus de me valoriser, les a laissés avec rien d'autre que leur propre choix. Je ne ressentais aucune culpabilité. Ils avaient pris ma décennie de dévouement et l'avaient rejetée, me blâmant pour leurs difficultés. Leur destin était le résultat de leurs propres actions, pas des miennes. Ce voyage m'a appris à protéger mon estime de soi. J'avais passé des années à chercher leur approbation seulement pour apprendre qu'elle n'était jamais à gagner. Établir des limites signifiait dire non, me choisir, même si cela faisait mal. Paris m'a montré une vie où je pouvais m'épanouir, pas seulement survivre. J'avais honoré le conseil d'Hélène de vivre pour moi, et je porterai cela avec moi partout où j'irai.